Voici une petite vidéo qui va concerner la violence. Hein. Normalement, tout d'abord, on va analyser cette brochure. Qu'est-ce qu'il est marqué? J'ai peur de mon ex-partenaire. Rien ne justifie la violence conjugale avec du jaune et du blanc. Le jaune, c'est pas anodin, parce que déjà, les droits humains donc d'Amnesty International utilisent le jaune. Le jaune, c'est du jaune, voilà, jaune sur fond. Ici, c'est du jaune sur fond noir. Bien, Amnesty, c'est un petit peu la même chose. Hein. Les droits humains, ce sont aussi les tiens. C'est Amnesty International. Ici, ça concerne la violence conjugale. Donc, bon, on a du jaune sur du noir. Tout comme on aura du jaune ici sur du noir. Voilà, Amnesty International. Je ferai une vidéo par après de cette brochure. Mais analysons cette brochure-là. Rien ne justifie la violence conjugale. Bon, je partirai sur la base suivante. J'ai peur de mon ex-partenaire. Bon, la peur, on peut avoir la peur de toute personne. Ben ici, ils sont reliés par une relation, je veux dire, de mariage ou de compagnonnage ou d'amitié ou peu importe. Enfin, quoique bon, là, c'est plutôt, il y a un lien, il y a une relation, voilà, il y a une relation, je veux dire, conjugale, voilà, conjugale. Alors, à ce moment-là, bon, ils sont liés, voilà, donc ils sont liés. Bon, ce n'est pas comme une amitié ou quelque chose comme ça. Alors, donc ça veut dire que s'il y a un lien conjugal, ils sont liés par un lien, je veux dire, affectif. Et bon, il y a des partenaires là-dedans. Et peut-être qu'il y a un partenaire bon, qui est difficile au niveau du comportement et qui rend la vie difficile à l'autre partenaire. Bon, maintenant, je ne suis pas juste pour exprimer qui est fautif ou pas, peu importe, c'est pas ça le but du jeu. Ici, c'est vous parler un petit peu de je veux dire, de l'analyse de cette brochure. Bon. Alors, rien ne justifie la violence conjugale. Est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais que là, la première des choses, c'est rien ne justifie la violence tout court. La violence tout court, qu'elle soit conjugale ou pas, bon, rien ne justifie la violence. Bon, et qui que ce soit qui va aller frapper quelqu'un, ben, je veux dire, rien ne justifie la violence. Bon, alors, j'ai peur de mon ex-partenaire. Bon, ça c'est un ex, c'est-à-dire qu'ils sont même plus en lien ensemble. Donc là, il y a un petit problème parce que s'ils sont plus partenaires, bon, je vois pas comment ça se fait qu'elle s'immisce encore dans la vie privée de la personne qui n'est plus en relation avec. Il y a des personnes qui ont du mal à rompre le cordon ombilical et ont peur de se retrouver tout seul, que justifie suivant leurs fins et moyens pour garder ce lien affectif qu'ils avaient auparavant et qu'ils ont du mal à voir qu'il a disparu. Bon, ouais, je veux dire, il faut couper parfois le cordon ombilical et ça doit arriver, il n'y a pas de problème, ça arrive. Et il faut être patient pour justement subir les tours affectifs ou moraux que ça engendre, mais malgré tout, beaucoup de personnes sont passées par là et ça ne justifie en rien de vouloir d'user de la violence pour arriver à ses fins et moyens et de ne gagner rien du tout au bout du compte. Bon. Alors, des personnes en dehors du couple ou de l'ex-couple ou de l'ex-partenaire peuvent intervenir dans le cadre de la motivation à faire cesser le conflit conjugal, je dirais même de consommer la rupture. Bon. Alors, comment? Ben, je m'inquiète pour une victime de violence. Ben oui, la personne s'inquiète, qu'elle a peur pour une certaine personne et elle a peur de voir que cette personne-là peut subir les conséquences d'une rupture familiale, enfin d'une rupture conjugale. Et vaut mieux le signaler le plus rapidement possible afin qu'il n'y ait pas une finalité qui se termine dans les faits divers dans la Gazette. Parce que ça commence par des petits coups
d'abord par voilà, des petits mots crus, et puis après par des coups, et puis les coups n'en finissent pas, et ça devient du harcèlement avec des coups, et ça devient voilà, un harcèlement moral et un harcèlement, on va dire, euh, un harcèlement tout court, hein, que ce soit moral ou physique, un harcèlement moral ou physique. Et donc la personne bon, qui subit cet harcèlement physique ou moral, bon, va se refermer sur elle-même et euh, va subir les contre-coups des aléas, des, des coups engendrés par le partenaire. Bon, quand je dis partenaire qui donne des coups, ça peut être l'homme ou la femme, hein, bon, ou c'est peut-être les deux aussi. Bon, c'est pas forcément toujours l'homme qui donne des coups, parfois il y a des femmes aussi qui maltraitent leur époux. Voilà, et parfois c'est même les deux qui sont en concordance dans le schéma de la violence, et donc ils se frappent l'un l'autre comme s'il y en a un qui devait prendre dire devrait, comme si une des personnes devait prendre l'ascendant sur l'autre. On va dire ça comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'ascendant, puisqu'en fait, ils sont dans une relation d'égal à égal, et quand il y a des problèmes, bon, ils doivent les régler, mais s'ils n'arrivent pas à les régler, ben, ils mettent fin à leur relation, et voilà, et si la fin de la relation, ça veut dire fin à la relation, ça ne veut pas dire revenir par après, pour revenir avec euh, d'autres façons de faire qui seraient plus violentes à l'avenir. Parce que la personne aurait pensé d'agir autrement, mais dès le moment où il se passe quelque chose, elle agirait, je veux dire, en conséquence, c'est-à-dire à donner des coups plus rapidement qu'auparavant. Alors il y en a qui reviennent en position de force, c'est-à-dire en voulant asseoir leur position de dominance, de domination. Voilà, mais normalement, il n'y a pas de domination dans un couple. Bon, je vous dis, c'est une relation d'égal à égal. Et dès le moment où il y en a un qui fait une domination, mais là, on est parti pour, je veux dire, pour, pour faire subir des torts à la personne adverse. Alors, j'ai des comportements violents. Qu'est-ce qui a des comportements violents? Mais c'est celui qui est euh, estimé être le bourreau. Et je m'inquiète pour une victime de violence. Ben oui, c'est quelqu'un qui est témoin d'une agression, je veux dire, d'agression verbale. Ça commence par le verbal et puis ça, ça passe par l'agression physique et puis ça peut terminer, je veux dire, dans les faits divers, comme je vous ai dit, par un meurtre ou un assassinat. Bon, j'ai peur de mon ex-partenaire. Bah ouais, il faut en parler parce que sinon ça va pas, ça va rester une. En parler à qui? À la famille, aux amis, ou plutôt à des personnes, je veux dire, professionnelles aussi. Il existe des personnes professionnelles qui peuvent vous écouter. Il y a une écoute. Et bon, les amis, il vaut mieux pas parce que ça peut empirer les choses. Mais la famille, le père, la mère, etc., les frères et les sœurs peuvent dire un mot concernant une relation qui tourne mal et qui fait en sorte que ils voient leur soeur et leur frère, je veux dire, se faire tabasser, se faire violenter, se faire agresser, se faire démoraliser, se faire voilà, se faire rabaisser à un niveau, à un point tel que je veux dire, bon, on finit par avoir un frère ou une soeur, ou certains un fils ou une fille qui sont, je veux dire, aura des pâquerettes concernant le moral, parce qu'en fait ils subissent euh, au quotidien des harcèlements, qu'ils soient de toute forme physique ou morale, et ils subissent, ils subissent. Et je vous dis, ça peut terminer mal. Et beaucoup d'affaires se terminent, je veux dire, dans les tribunaux, et beaucoup d'affaires se terminent aux assises, parce que je veux dire, bon, ça finit par un meurtre. Alors, vous n'êtes pas seul. Bon, là, il y a un numéro de téléphone 0830 030, ligne d'écoute violence conjugale 24 h sur 24 en anonyme. C'est gratuit. www.écouteviolence-conjugale avec s.be. Bon, ça s'écrit comme si. Non, écoute normale, violence avec s, conjugale avec s.be.
en partenariat avec Téléaccueil, service d'écoute, soir, nuit, week-end et jours fériés, bon, peu importe, ils sont ouverts pendant toute la journée, la nuit, tant que vous, dès le moment où vous subissez, je veux dire, les violences et que vous voulez faire transparaître cette information pour laquelle vous subissez des torts et des dommages, eh bien, la première chose, c'est bon, que des personnes puissent vous écouter et des personnes professionnelles qui puissent vous guider, donner des informations qui peuvent vous amener à réfléchir, à prendre certaines décisions et à peut-être même vous isoler d'une personne qui pourrait vous faire subir des torts et des dommages. Alors, vous avez peur pour votre sécurité ou celle de vos enfants. Bon. Votre partenaire ou ex-partenaire vous contrôle sans cesse. Bon, ça c'est le premier point. Contrôle sans cesse. Bon, on peut tomber sur des personnes qui sont de jalousie maladive. Hein. Bon, là, il y a des personnes qui sont aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, dominatrices. Il y a les dominatrices, des dominateurs. Il y a des personnes qui sont, je veux dire, jalouses, par essence jalouses, maladie, jalousie maladive, de jalousie maladive. Il y en a qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, pervers narcissiques. Il y en a qui sont, bon, il y a toute une panoplie, je veux dire, de personnalités qui peuvent, entrer dans le canevas de la personne qui peut faire subir des torts moraux préjudiciables à la personne qu'elle contrôle. Bon, voilà. Donc elle tente par sa domination, tenter de contrôler, tenter d'imposer, tenter de menacer, tenter d'humilier, etc., etc. Alors, l'humiliation peut aller loin. L'humiliation peut aller loin. L'humiliation peut même voir des choses très spécifiques dans l'humiliation, genre une personne qui roule, qui conduit derrière une autre personne. La personne est à pied, l'autre le suit en voiture, et elle le fait, voilà, elle le fait avancer à l'aide d'une voiture. Donc l'humiliation peut prendre toutes sortes de formes. Du moment que ça arrange le dominateur et que l'autre personne est humiliée, ben ça l'arrange et il va continuer sans cesse son petit manège tant que ça lui procure, je dirais, un certain plaisir de voir la personne d'en face souffrir. Bon, et ça, il y a beaucoup de personnes comme ceci qui sont, je veux dire, de cet acabit, et c'est pas, on va dire, c'est fort fréquent. Des personnes qui veulent prendre le dessus sur d'autres personnes et qui veulent asseoir leur domination en prenant la personne en face comme étant un objet tout court et qui peut à n'importe quel moment en disposer afin de voilà, de prendre le dessus, sur la personne d'en face. Bon. Alors, votre partenaire ou ex-partenaire vous contrôle sans cesse. Bon, là déjà, elle veut toujours la contrôler. Et ça, c'est déjà une emprise. Il y a une emprise, on sent l'emprise. Et là, vous devez cocher. Votre partenaire vous contrôle sans cesse. Oui ou non. Si c'est non, ben, il n'y a pas à cocher. Elle vous appelle sans cesse. Bon, c'est une forme d'harcèlement. Appeler sans cesse, bon, à toute heure, pour savoir où la personne elle est, qu'est-ce qu'elle fait, elle est avec qui. Et donc, si au boulot, elle parle avec quelqu'un, ben, bon, elle n'aurait dû pas parler avec cette personne-là, même si ça concernait, je veux dire, un projet bien défini. Elle ne devait pas parler avec cette personne-là, parce qu'en fait, cette personne-là, bon, aurait voilà, aurait voilà, des perceptions vues par le dominateur comme étant, je veux dire, une personne qui pourrait, je veux dire, prendre son époux, son épouse, ou peu importe. Bon, là on ne veut pas que telle personne, que le partenaire parle avec telle personne ou une autre, ou un patron, ou peu importe. Voilà. Alors, vous devez cocher si elle appelle sans cesse. C'est une forme d'harcèlement. Cocher si elle dévalorise, rabaisse fréquemment. Donc là, bon, c'est un petit peu embêtant. Bon, là, on peut avoir affaire à un pervers narcissique. Bon, elle arrive au restaurant. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle commence à consommer de l'alcool. Elle commence devant un pléthore de personnes, mais de commencer à rabaisser la personne devant tout un parterre de personnes. Bon, la personne qui subit les dommages, bon, on peut accepter ça. Bon,
un rabaissement, ça va, mais quand on a une cinquantaine qui vont intervenir dans l'heure, et puis que le prochain restaurant, vous arrivez le samedi suivant, vous faites le même manège, et puis que tous les samedis c'est le même manège, parce que vous avez un restaurant peut-être même le vendredi samedi que vous subissez les harcèlements, je veux dire, enfin les dévalorisations et les rabaissements fréquents, ben là vous êtes à ce niveau-là, je veux dire, sujet à ce qu'on appelle une certaine emprise qui intervient en tant que aspect démoralisateur. Voilà. Et donc vous devez cocher si dévalorise, rabaisse fréquemment. Alors, quatrième point, ici on est arrivé ici, empêche de fréquenter votre famille, vos amis. Bon, là, elle se dit, la personne commence à jouer sur vos émotions, elle se dit, bon, tu n'as pas à aller voir ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, parce qu'en fait, elle commence à donner des raisons qui sont, je veux dire, qui n'ont qu'une raison. Des raisons qui n'ont qu'une raison. Mais la seule raison qui sont valables, c'est les raisons pour lesquelles le dominateur ou le pervers narcissique choisit de vouloir dévoiler et qu'il pense à tort qu'il a raison. Bon, ces raisons, il pense qu'il a raison, mais ces raisons ne sont pas forcément les raisons de celles des autres. Et le fait de regarder le bon sens, ben, la personne a le droit d'aller voir sa famille, parce que le jour où elle n'aura plus de sa famille, ben, je veux dire, il ne restera plus que le cimetière pour aller les visiter. Donc tant qu'une personne a envie, on a le droit d'aller visiter la famille. Maintenant, les amis, bon, c'est en accord commun. Et il n'est pas dit qu'il faut forcément empêcher quelqu'un d'aller voir des amis, mais pour autant que, je veux dire, la confiance y règne, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui bafouent la confiance d'autres personnes, qui disent qu'ils vont aller voir des amis. Mais là, à ce moment-là, bon, on est dans un jeu inverse, une personnalité qui, dans le couple, n'est pas, on va dire, n'est pas réglo. N'est pas réglo, c'est-à-dire que elle bafoue les règles et se permet de faire tout et n'importe quoi. Et même la justice ne permet pas ça, parce que la justice est claire et nette. Quand une personne commence à faire du n'importe quoi, elle a envie de sortir quand elle veut. Bon, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il faut des communs accords, et ça la justice le sait très bien. Il suffit pas de dire bon, je sors quand j'ai envie, et qu'on est lié à aucun lien. Non, c'est pas comme ça que ça va, mais c'est des communs accords qui se discutent entre partenaires. Maintenant, sortir de temps en temps, ça fait pas de tort. Bon, et on peut laisser sortir, voir des amis, pour autant que la confiance y règne, et là il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des personnes qui sont dénuées de sens et qui bafouent la personne, qui bafouent la confiance des personnes. Bon, ça c'est toute une autre histoire, et c'est un autre type de personnalité qui ont leur tort. Bon, ça voilà. Donc empêche de fréquenter votre famille, vos amis. Vous cochez si c'est vrai ou pas. Alors, humilie, vous insulte, c'est un peu la même chose que dévalorise, rabaisse. Bon, là, on est dans un cran un peu plus haut, parce que humilier, dévaloriser, déjà, ici, dévaloriser ou humilier, pour moi, c'est le même. Hein. Quelqu'un qui humilie, dévaloriser, ben, c'est une forme d'humiliation. Maintenant, il y a l'humiliation à des différents niveaux, et là, pour moi, apparemment, c'est un niveau plus haut, puisque à ce moment-là, il est passé non plus à la dévalorisation par la voie, je veux dire, par la voie, on va dire, l'effet de, on va dire, euh, voilà, une dévalorisation gentille, il est passé à la voie méchante, c'est-à-dire l'insulte. Ce qu'on peut dévaloriser, mais de manière un peu, je veux dire, ironique, de manière, on va dire, cachée, et qui ne fait pas transparaître réellement la dévalorisation. Donc elle fait apparaître, je veux dire, une non-méchanceté. Mais en fait, là, derrière ça se cache une méchanceté. Mais le fait de le dire d'une certaine façon ne fait pas faire croire, ne fait pas croire que la personne le dit sciemment pour dévaloriser. Le fait qu'elle le dise de manière, je veux dire, gentille, mais elle injecte quand même des idées préconçues qui font que la personne, malgré tout, est dévalorisée, humiliée à un certain niveau. Maintenant, dans ce cas-ci, ici, c'est humilié, vous insulte, là, on a passé un cran, parce que c'est vraiment l'humiliation, l'attaque agressive qui passe à un autre niveau, et qui est vraiment non plus cachée, c'est pas une forme cachée, mais une forme, je veux dire, tout à fait visible, qui fait que voilà, l'insulte est passée. Si l'insulte est passée, là on a passé un cran. On a passé un cran au niveau de voilà, c'est une histoire de cran, de niveau.
Alors, prive de votre argent. Oui, vous cochez, c'est vrai, mais là, on a atteint un stade. Parce que quand on est une personne qui est autonome au niveau de l'argent, mais c'est la priver de liberté. On la prive de liberté. Si on vous donne pas d'argent pendant un bon petit mois, vous allez voir ce que c'est que ne pas recevoir de l'argent pour pouvoir être un petit peu libre d'acheter une gazette, d'acheter, je veux dire, voilà, pour mettre de l'essence à sa voiture, pour pouvoir voilà, se déplacer, un petit peu d'argent pour acheter voilà, pour s'alimenter un petit peu au Quick, au McDonald's, ou je veux dire, pour s'alimenter dans un restaurant. Enfin, je dis, je cherche pas le restaurant, mais je veux pas dire le restaurant, mais je veux dire, ne fût-ce que de manger un tout petit peu. Si quelqu'un prive du minimum, à ce moment-là, on peut dire que c'est une forme de privation et une forme de d'humiliation aussi, mais une forme de privation de liberté. Privation de liberté à un niveau, bien sûr, c'est une privation de liberté à un niveau, parce qu'on peut priver une personne de ses libertés en l'enfermant, même pire que ça, en l'attachant, je veux dire, par exemple, à la maison, sur un... Et ça existe, hein. Bon, ça fait rigoler, mais ça existe. Il y a des personnes qui attachent d'autres personnes, le couple, je veux dire, non pas pour s'amuser, mais pour réellement, hein, pour pas que la personne s'évade. Hein. Voilà, comme ça existait au Moyen-Âge, il existait des ceintures spécifiques, je veux dire, euh, les ceintures, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, les ceintures. Enfin, je me rappelle plus, mais il existe des personnes qui mettent voilà, avec des menottes, et non pas, je vous dis la vérité, c'est pas pour s'amuser, hein. Ils le font sciemment pour pas que la personne ne parte ailleurs. Soit ils enferment là-bas avec la porte à clé, ou soit ils mettent, comment est-ce qu'on appelle ça, des menottes, et ils vont les mettre sur le chauffage, ils ferment la clé et la personne reste là, euh, privée de liberté, parce qu'en fait elle peut pas sortir, et la seule manière de contrôler ses sorties, c'est vraiment la bloquer contre un chauffage. Bon, ça existe, hein. Bon, ça peut aller jusque là. Vous savez, vous pouvez pas savoir tout ce qui peut exister, je veux dire, au niveau de la domination, de l'humiliation, de l'agression, la privation de liberté d'autrui, du partenaire. Voilà, voilà, c'est immense. Ici, c'est Corgentil, ici, ils ont mis une petite panoplie voilà, voilà, d'actes qui peuvent être perçu comme étant, je veux dire, une forme, je veux dire, d'harcèlement, mais il en existe énormément, plus que ça, bien sûr. Bon, ça, c'est tout petit par rapport à ce qui peut exister. Toutes les voies sont ouvertes au niveau de la porte qui ouvre au monde de l'harcèlement. Bon, alors, le contrôle de toutes vos dépenses, c'est un petit peu, je veux dire, mais en moins grave, mais malgré tout, la personne elle se sent, je veux dire, contrôlée au travers de tout, de tout, au niveau de ses dépenses, d'argent. Euh. Bon, maintenant on arrive à un point où il lance des objets. Bon, elle lance toutes sortes d'objets. Maintenant, s'il lance un objet dangereux qui peut crever un œil, bon là, je veux dire, on passe à un niveau criminel. Hein. Je veux dire, on n'est plus. Bon, on lance un bol, bon, on touche la tête. Bon, on peut toucher la tête, mais si on commence à lancer un couteau, bon, avoir un couteau en main, ça commence à devenir dangereux. Hein. Donc là, on commence à avoir un stade qui commence à monter de plus en plus, et là, le danger commence à apparaître, à transparaître. Bon, les petits gestes de petits contrôles, d'appel sans cesse et de dévalorisation deviennent, je veux dire, des agressions physiques par l'entremise d'objets. Voilà, lance d'objets, bouscule ou vous frappe. Bon, voilà, la bousculade, ça peut aller loin. Vous pouvez bousculer quelqu'un, elle tombe sur sa tête, elle peut saigner des oreilles, voilà, avec une fracture du crâne. Bon, donc la bousculade, bon, ça devient une agression. Et quelqu'un qui tombe par terre, il y a des gens qui reçoivent un coup de poing, ils tombent par terre, ils meurent d'un coup de poing. Hein. Voilà, parce que le coup de poing plus le choc de la tête au niveau du sol, ben, je voudrais me croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça, dans des bagarres. Ils ont reçu un coup de poing. Le coup de poing, il a fait en sorte que la personne a basculé contre un mur ou je veux dire, contre le sol, ou contre une barre de fer, ou contre, je veux dire, un poteau en fer ou un poteau à béton. Et le crâne s'est fracassé. Je veux dire, ils se sont retrouvés, je veux dire, entre quatre planches. Voilà. Et là, on avait affaire à une histoire qui se déroule aux assises à ce moment-là. Bon, en ce moment-là,
lance des objets, bouscule, vous frappe. Ouais, vous frappe. Bon, bouscule, je vous dis, ça peut terminer, ça peut aller loin, vous frappe, ça peut aller loin aussi. Parce qu'on ne sait pas comment. Il y a des personnes qui vont frapper, il y a des personnes qui vont mettre une baffe, mais il y a des personnes qui vont taper un coup de poing de toute leur force. Bon, c'est. Entre une baffe, même frapper c'est interdit, ça c'est d'office, hein, que n'importe qui n'a pas le droit de frapper, c'est pour ça que je vous disais dès le départ, rien ne justifie la violence conjugale, rien ne justifie la violence conjugale, mais rien ne justifie la violence tout court. Il y a pas, c'est pas la violence conjugale, c'est rien ne justifie la violence. Et c'est là où la personne se trompe, c'est que rien ne justifie la violence conjugale, oui c'est vrai, mais il faut voir plus haut, rien ne justifie la violence tout court. Parce que, je veux dire, qui frappe? Allez voir toute personne qui frappe, mais elle est condamnable. Toute personne qui frappe est condamnable. Et personne n'est en droit d'être en dehors de la justice. Quiconque a commis, je veux dire, un acte de frapper, quiconque, je bien dit quiconque, qu'elle travaille dans un, que ce soit même un policier qui vient frapper quelqu'un, il est dans cet ordre. Il est dans cet ordre. Un policier ne peut pas frapper qui que ce soit. On ne peut pas frapper quelqu'un et bon, un policier ne peut pas frapper une personne. Point. Ça s'arrête là. Bon, parce que on a bien vu que, d'autant plus que une personne qui se fait frapper et qui se fait maltraiter par la police, mais ça a créé, je veux dire, un changement d'autorité. On l'a bien vu en Tunisie, avec ce qui s'est passé avec l'affaire, je ne sais plus comment, Boisidi, l'affaire Boisidi. Et maintenant, on voit bien ce qui se passe, je veux dire, aux États-Unis avec les violences policières qui peuvent mener avec une population à se rebeller contre contre juste parce qu'il y a une bêtise voilà, un policier s'est comporté comme un voyou, il a coupé la circulation à une personne, mais c'est un voyou, un policier n'a pas à faire ça. La police doit rester, comment est-ce qu'on appelle ça, quelque chose de propre, c'est-à-dire que quand on travaille à la police, bon, il faut respecter autrui, respecter l'État, respecter le citoyen, respecter... voilà, c'est ça. La violence n'est aucunement justifiable, que ce soit d'un côté population, citoyen ou n'importe qui. Personne n'a le droit d'user de la violence pour s'exprimer. Voilà, donc bon, maintenant, la violence n'est pas justifiable par quiconque. Bon, quelqu'un qui abuse ou qui use de la violence, notamment, bon, surtout pour tuer quelqu'un, parce que bon, ce qui s'est passé aux États-Unis avec une personne qui a été étranglée, et qu'on a coupé sa circulation pendant un certain temps. Bon, on avait là vraiment l'acte de prémédité d'un tueur qui n'était pas, pour moi, n'a rien à faire à la police, hein, parce que des personnes comme ça n'ont rien à faire à la police. La police doit rester, je veux dire, un secteur, enfin, doit être un milieu propre. Ça doit être un milieu propre. Un milieu propre qui sert le citoyen. Et maintenant, bien sûr, il y a des personnes difficiles, mais il faut essayer de les arrêter, je veux dire, dans les règles de l'art. Et justement, les policiers ont des formations spécifiques pour arrêter les personnes dans le cas d'urgence ou voilà, ils ont des manières, des techniques, ils ont des techniques spécifiques pour pouvoir répondre à certaines, comment on appelle ça, interventions. Au niveau des interventions, ils ont des techniques spécifiques pour pouvoir gérer le stress, parce que c'est vrai que c'est du stress, hein, personne ne dit quoi que ce soit là-dessus. Le stress, c'est un niveau de stress fondamental, phénoménal, parce qu'en fait, bon, les personnes en face peuvent être armées, et là, ils peuvent subir, je veux dire, des dommages collatéraux en recevant une balle et en étant tués directement. Bon, voilà, ça existe comme ça, des policiers qui reçoivent une balle, qui se font tuer, qui se font... bon, ça c'est intolérable. Effectivement, c'est intolérable de voir des cas comme ça, de se rebeller contre la police, ça c'est intolérable. Mais maintenant, quand on a des cas heureusement qu'ils sont, c'est pas fréquent, heureusement que c'est rare, quand on a des cas rares, je veux dire, de violence policière, ils doivent répondre de leurs actes comme tout citoyen doit répondre d'actes qu'il aurait commis vis-à-vis d'une personne. Pourquoi? Parce que rien ne justifie la violence, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément que la violence conjugale. Voilà. Donc, oui, il y a les violences, elles peuvent apparaître à tout niveau. Bon, au niveau familial, il n'y a aucune violence ne doit être tolérée, que ce soit, je veux dire, d'un père avec ses enfants ou des enfants avec ses ascendants, c'est-à-dire la grand-mère, le grand-père, ou peu importe.
Rien ne justifie cette violence-là. On va pas aller mettre un coup de poing, je veux dire, à sa grand-mère ou à sa grand-père parce qu'il a refusé, je veux dire, de donner, je veux dire, quelque chose. Voilà, il y a des personnes qui vont demander de l'argent hein, pour l'une ou l'autre raison diverse, c'est pas mon problème. Ils vont chercher de l'argent, mais quand ils demandent, la personne dit qu'elle n'a pas, et puis bon, ils sont violentés. Ils sont violentés bon, par leurs descendants. Voilà, par leurs descendants. Ils sont violentés par le petit-fils, voilà, par le cousin, la cousine, peu importe. Et donc là, rien ne justifie donc la violence intrafamiliale, la violence je veux dire, au sein de la famille n'est pas tolérable, n'est pas tolérable. La violence au sein des unités, je veux dire, d'hôpitaux, d'urgence, n'est pas tolérable parce qu'il y a des gens qui arrivent en urgence et qui viennent vouloir à tout prix faire ce qu'eux demandent et bon, ils ne demandent pas ils ne veulent pas reconnaître la vie des personnes des soins de santé, donc ils permettent une certaine violence. Donc voilà, et il y en a qui commencent leur violence dans l'ambulance. Voilà. Donc il existe, au niveau du boulot, il existe aussi des violences qu'on appelle des harcèlements. On peut pas avoir des harcèlements au niveau du boulot. Et tout ça, c'est intolérable. Intolérable. Normalement, tout ça, c'est puni. Hein. Le harcèlement au travail, c'est puni. Un harcèlement au travail peut être voilà, peut-être passible d'une plainte. Voilà, on peut porter plainte parce que je veux dire, voilà, l'harcèlement est intolérable. L'harcèlement au travail est intolérable. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous disais ici, impose des pratiques sexuelles non désirées bon, voilà, voilà, menace de se suicider si vous ou la quittez. C'est une forme de menace. Hein. Bon, elle dit, bon, si tu pars, je me tue. Bon, ça c'est une menace. Il faut comprendre que c'est une menace, ça. Menace si vous demandez de l'aide. Donc si vous allez demander à quelqu'un de l'aide, bon, il va vous menacer. Ben, tout ça c'est bon, vous pouvez cocher, vous regardez ce qui se passe, si ceci est vrai ou pas. Et donc on pourrait rajouter plus d'éléments que ces éléments-là. Plus d'éléments que ces éléments-là. Donc voilà. Donc on peut entrevoir quand est-ce qu'il y a une forme d'harcèlement, de menaces, de menaces et d'harcèlement, généralement au boulot, dans les écoles, sur Internet, dans la famille, voilà, dans la société en général, bon, on peut avoir ces formes d'harcèlement ou menaces. Mais ici, ça parle plus de la violence conjugale, mais comme je vous ai dit maintenant, je vous ai dit, il n'y a pas que la violence conjugale, hein, c'est toute forme de violence est injustifiable. Rien ne justifie, c'est injustifiable. Toute forme de violence est injustifiable, quelle qu'elle soit, d'où elle vienne, quelle que soit la violence, d'où qu'elle vienne, bon, elle est intolérable. Intolérable. Je répète encore une fois, intolérable, parce que je veux dire, c'est une question juste de ceci, ça a à voir avec les droits humains. Quoique, si vous voyez que la brochure est la même taille, la brochure est la même taille que l'autre. Quand je l'ouvre, le folder ici, il a la même taille que celui-ci. Voilà. Parce que, pourquoi rien ne sait. On ne peut pas. Parce que ce sont les droits humains, on est des êtres humains civilisés quand même. On est des êtres humains civilisés, donc on n'est pas, je veux dire, on n'est pas des animaux sauvages. Hein. Pas des animaux sauvages, que quand elle voit une proie, elle va l'attraper, elle va vouloir la dominer pour voilà, la manger, tout ce qui s'ensuit. Bon, on a dépassé ce cap-là. Hein. Avant, on était des hommes sauvages au niveau des hommes préhistoriques. Bon, je ne sais même pas s'ils se comportaient de manière sauvage parce que ben, on les a jamais analysés, donc peut-être qu'ils étaient civilisés dans leur civilisation, hein. Ils se respectaient peut-être, hein. On ne saura jamais. Ils ne se mangeaient pas les uns les autres, hein. Qui dit ça? Mais on n'a pas de preuve qu'ils étaient. Peut-être les tout premiers, ils se mangeaient les uns les autres. Peut-être les tout premiers, pour pouvoir assurer leur vie, ils étaient, comment on appelle, cannibales. Mais après, bon, ils l'ont été de moins en moins cannibales. Hein. Bon, après, c'était les cannibalismes est venu dans certaines contrées, pas dans d'autres.
Voilà, donc ici, les hommes préhistoriques étaient des gens civilisés. Civilisés, je veux dire, bon, maintenant, quand il n'y a pas de guerre, bien sûr, qu'il n'y avait pas de conflit. Je veux dire, bon, ils respectaient, peut-être qu'ils se respectaient. Déjà, à cette époque, ces époques-là, se respectaient. Et donc maintenant, bon, on est en 2020 quand même, je veux dire, on n'est plus à l'âge de la pierre, quoique là-bas, ils se respectaient déjà, l'âge de la pierre, ou l'âge du bronze, ou l'âge du fer, peu importe. Mais je veux dire l'âge de la pierre polie. L'âge de la pierre polie, voilà. Là, il y avait l'âge de la pierre polie, l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge de tout ce que vous voulez. Maintenant, là, on n'est plus à l'âge, on est à l'ère. On ne parle plus d'âge, on parle de ère informatique. Enfin, l'homme connecté, on est à l'ère de l'homme connecté. Enfin bref, ceci c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire que les droits humains, ce sont aussi les tiens. Oui, bien sûr, ce sont les miens, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres, ce sont ceux qui nous lient en société, qui font en sorte que, bon, je veux dire, comment faire en sorte que, je veux dire, la société soit la meilleure possible en extrayant la notion de violence. Bon, maintenant, vous allez me dire, la violence est présente dans le monde. Bien sûr, dans les films, elle est présente. Mais c'est pour ça que beaucoup de personnes, je veux dire, se démarquent des films violents. Ils ne vont pas voir les films violents. Hein. Beaucoup de gens ne vont pas voir des films violents parce qu'on va voir des explosions, des coups de carabine et des coups de pistolet. Bon, beaucoup de gens ne vont pas voir ce genre de films parce que bon, c'est toujours le même style, même acabit, mais le problème, bon, vous n'en tirez rien en finalité. Bon, c'est toujours de la violence, et la violence, certains, ça devient comment on appelle ça, dans leur esprit, dans leur cerveau, ça devient, elle est consolidée, elle est, comment on appelle ça, les esprits sont, on va dire, travaillés au niveau de la violence, et on inculque ces notions de violence dans l'esprit des gens. C'est pour ça qu'il faut pas, vaut mieux éviter les films violents. Bon, certains ils aiment bien les films violents, c'est les jeunes ou je sais pas quoi, mais voilà, vaut mieux éviter ce genre de films et pour voir des films plus cool, plus calme, plus voilà. Mais on retrouve toujours des scènes de violence dans la plupart des films, même si c'est des petites violences. On a des petites violences parfois qu'on retrouve dans des films normaux. Donc la violence, on la retrouve toujours. Voilà, maintenant vous allez me dire, oui, mais les guerres, c'est la violence, bien sûr, mais les guerres sont intolérables. Hein. Les guerres sont intolérables. Qui tolère une guerre? Personne. Maintenant, quand les gens sont pris dans une guerre, ils sont obligés voilà, de subir les affres de la guerre ou partir dans un autre pays. Partir dans un autre pays, bon, qui est plus en paix. Voilà, mais maintenant, voilà, parfois il y en a qui n'ont pas le choix et ils doivent se défendre au cours d'une guerre. Maintenant, la guerre, on peut pas, voilà, ça nous dépasse au-delà de nos capacités de pouvoir arrêter voilà, de pouvoir arrêter ces pratiques. Ces pratiques de guerre, bon, on ne sait pas intervenir. Hein. Ce sont les grands qui interviennent dans les conflits. On ne sait pas intervenir, donc on ne peut pas arrêter une guerre. Hein. Voilà, on peut faire une manifestation et la manifestation n'aboutira pas forcément, je dirais, au résultat, puisqu'en fait, au bout du compte, quand les grands ont décidé de faire une guerre, ils ont décidé de faire la guerre, ils la feront. Voilà, donc vous ne saurez pas la stopper. Ce sera un conflit entre deux États, ou trois, ou quatre, voire plusieurs États, qui feront en sorte que bon, ce sera le plus fort qui sortira. Le plus fort qui sortira de là, ou au travers des négociations, ils se partageront, je veux dire, les fruits de leur guerre pour faire ressortir, rejaillir chacun ses demandes. Donc, comme je disais, la demande rien ne justifie la violence. Bon, donc la conjugale, c'est un cas particulier. Alors, ici, des professionnels peuvent vous aider. Prenez des renseignements auprès d'eux pour élaborer une stratégie qui préserve votre sécurité sans vous mettre en danger. Bon, ni vous, ni vos enfants. Dans tous les cas, vous n'êtes pas le seul. Ils ont mis sans eux et avec eux, parce que ça peut être un garçon, un homme ou une femme. Voilà. Alors, appelez gratuitement le 0830 030 ou visitez le site www.écoute violence avec S, conjugale avec S.be. Voilà. Alors, rien ne justifie la violence conjugale. Vous avez des comportements violents. Vous réalisez que vous avez des comportements violents envers votre partenaire. Bon, voilà, ça, c'est la personne qui se met, commence à réfléchir. Elle se pose des questions. Elle se dit, bon,
bon, il faudrait que je commence à me calmer, il faut que je fasse autrement, parce que bon, là ça ne va pas. Donc la personne commence à faire des démarches personnelles. Elle a une ouverture lumineuse et elle se dit que bon, ça ne peut plus se passer comme ça. Donc elle doit arrêter ses actes. Alors le problème c'est que la personne ne sait pas comment s'en sortir et là vous voulez que ça s'arrête, faites-vous aider. Alors à ce moment-là la personne peut se faire aider, appeler en ligne la personne qui agresse ou qui menace et qui fait des choses qu'il ne faut pas peut se remettre, on va dire, se remet. Je me rappelle plus du nom, hein, du mot. Se remet en question. Voilà, c'est ça. Voilà, après, elle se pose des questions. Elle se remet en question. Donc bon, est-ce que j'ai toujours agi comme ça et c'est pas bien. Alors est-ce que je peux plus continuer comme ça? Est-ce que si je continue comme ça, qu'est-ce qui risque d'en advenir, etc. Et donc il se pose des questions, donc il se remet en question. Il se remet en question. Après, à ce moment-là, il appelle la ligne écoute violence conjugale parce que c'est des professionnels qui ont les mots orientés, les mots adaptés, les mots limpides pour pouvoir toucher la personne et la faire changer d'avis, et la faire peut-être je veux dire, changer tout court. Changer d'avis, changer tout court au niveau du comportement. On peut changer d'avis, la vie change, mais le comportement peut changer en fonction que la vie a changé. Voilà. Alors, qui peut appeler? Bon, les victimes, bien sûr, les auteurs qui souhaitent se faire aider pour sortir de la violence, les proches de toute personne concernée par la violence et qui se demandent comment réagir face à cette situation, les parents, les enfants, les amis, collègues, etc. Alors, les professionnels qui souhaitent bénéficier de l'expertise d'une équipe spécialisée et développer une meilleure compréhension des situations de violence entre partenaires dans lesquels ils sont amenés à intervenir, médecins, infirmiers, infirmières, assistants sociaux, psychologues, pharmaciens, pharmaciennes, enseignants. Voilà. Ils peuvent contacter la ligne écoute violence conjugale du lundi au vendredi de 9 à 19h. Donc c'est les professionnels qui souhaitent bénéficier de l'expertise d'une équipe spécialisée et développer une meilleure compréhension des situations de violence entre partenaires dans lesquelles ils sont amenés à intervenir. Donc un médecin, s'il voit qu'une personne a refait un coup, ben, peut, je veux dire, téléphoner ici à ces professionnels-là. Ces professionnels vont intervenir de manière adaptée pour calmer la situation d'une part, parce que déjà quand il y a un incendie, on éteint l'incendie, c'est la première des choses. La seconde, c'est pour plus que l'incendie revienne, quelles sont les précautions à prendre d'usage pour plus que l'incendie reprenne. Donc, quelles sont les précautions d'usage à mettre en place, bien sûr, entre les partenaires, les deux personnalités qui sont en, en, en conflit, parce que c'est une espèce de conflit, hein, ça. Ça, c'est une espèce de conflit. Tout ça, c'est une espèce de conflit. Il y a un conflit, là. Ça a semé la discorde à un niveau parce que il y a un conflit quelque part. Alors quel conflit? Bon, il y a une raison que la raison ne peut expliquer et qui crée un conflit. Un conflit, je veux dire, entre les deux personnes, entre les partenaires. Bon. Et si par exemple l'enseignant a vu que l'infirmière qui vient à domicile, qui voit que la personne âgée a reçu des coups, bon, ben, peut intervenir. Comment on appelle ça? L'assistant social, bon, qui voit la personne et qui voit que la personne a reçu des coups peut intervenir. Et bien sûr, dans une école, bon, si on a des jeunes, ben, l'enseignant ou si quelqu'un va chercher une pommade alors que pour les yeux, elle a eu un beurre noir et que le pharmacien pose la question, la pharmacien peut intervenir aussi. Donc toute personne qui est témoin toute personne, je veux dire, euh, qui travaille dans le social, le médecin travaille dans le social, l'infirmier travaille dans le social, l'assistante sociale travaille dans le social, le psychologue travaille dans le social, le pharmacien travaille dans le social, l'enseignant travaille dans le social. C'est tous des personnes qui ont des contacts avec les gens. Et dès le moment où ils sont témoins de quelque chose qui a mal tourné ou qui tourne mal, mais ils sont les premiers témoins à devoir en tant que bons citoyens, intervenir pour éviter que la situation ne dégénère et devienne pire qu'elle ne l'est, et laisser une personne en, en danger. Donc, par la non-intervention, il y aurait non-assistance à personne en danger, notamment que les personnes du personnel soignant sont là pour
le bien-être, les soins de santé, le bien-être des personnes, et pas pour voir que cette personne-là va subir justement des causalités qui vont faire que leur santé va diminuer. Bon, le médecin de famille désire que les personnes de la famille aillent bien, pas qu'ils aillent mal. S'ils voient qu'ils aillent mal, ils vont prendre voilà, une voie pour que ces personnes, je veux dire, changent de route pour qu'elles se portent bien. Voilà, donc en fait, le fait de menacer de recevoir des coups, il faut tout de suite intervenir parce que sinon ça peut être des plus gros coups ou ça peut être des coups graves. Hein, c'est peut-être des coups graves. Bon, la ligne écoute violence conjugale vous offre une écoute spécialisée et vous permet de vous exprimer dans la confidentialité, c'est-à-dire de faire une intervention verbale et d'expliquer les faits et les gestes qu'elle aurait subis ou qu'elle subit au quotidien. Donc à ce moment-là, c'est juste une écoute dans un premier temps de voir comment, quels sont les paramètres, les facteurs qui vont entrer en jeu à prendre en compte pour apporter une réponse valable et valide quant à la situation vécue par le ou la partenaire. Bon. Alors, la ligne écoute violence conjugale apporte des réponses aux diverses situations de violence dans le couple. Ce sont des personnes qui sont bien sûr en contact quotidien avec des gens qui ont ceci de problèmes. Donc ils connaissent les problèmes, ils gèrent les problèmes en fonction des situations et ils ont étudié je veux dire, les manières prépondérantes pour apporter des solutions les plus adéquates à ce genre de situation parce qu'en fait ils connaissent le milieu, ils connaissent les détails, ils connaissent des cas de figure, ils connaissent des cas, on va dire ils connaissent des cas et le traitement des cas fait en sorte qu'ils finissent par avoir une certaine comment on appelle ça, une certaine expérience et un cas n'est pas l'autre et ils peuvent intervenir à bon escient pour pouvoir fournir les meilleures aides possibles pour que la personne puisse tout au moins ne plus subir ou s'en sortir du problème. Alors, apporte des réponses aux diverses situations de violence dans le couple ou ex-couple auxquelles vous êtes confrontés, vous fournit des informations complètes et appropriées, notamment juridiques et sociales. Voilà, ils peuvent vous apporter des aides juridiques et sociales, c'est clair et net. Hein. De toute façon, c'est un conflit social, ça c'est un conflit au sein de la famille, au sein d'une personne, c'est un conflit social, c'est juste ça. Bon, maintenant, on peut faire intervenir ça au niveau juridique et voir quels sont les voies et moyens pour répondre à cette situation et cette emprise qui peut mal tourner un jour ou l'autre. Voilà. Alors, ils peuvent vous fournir des informations complètes et appropriées, notamment juridiques et sociales, peuvent vous orienter vers des services spécialisés. Voilà, donc en fait, ils peuvent vous guider vers d'autres secteurs et d'autres services qui, eux, sont encore plus spécialisés, peuvent vous apporter plus des réponses plus fines quant à l'approche à mener et à répondre. Les permanences de la ligne écoute violence conjugale sont assurées du lundi au vendredi de 9 à 19 h par les pôles de ressources spécialisés en violence conjugale et intrafamiliale, qui réunissent donc des professionnels de trois associations ayant développé une longue expérience de l'accueil et l'accompagnement des victimes. Le collectif contre les violences familiales et l'exclusion des solidarités femmes d'une part et des auteurs Praxis d'autre part. Alors, appel anonyme et gratuit 0830 030, on le voit encore ici. Ligne écoute, violence conjugale 24h24. Écoute, je remets le site ici. Permanences sont assurées les soirs, nuits, week-ends et jours fériés par les bénévoles. Téléaccueil, service d'écoute pour toute personne en difficulté cherchant quelqu'un à qui parler. On revente, voilà, appel anonyme gratuit 24h24 0830 030, la ligne écoute violence conjugale. La violence que vous subissez peut être verbale, psychologique, financière, physique ou sexuelle. Voilà. Donc ici on voit la fédération Wallonie-Bruxelles, francophone. Francophone Bruxelles, voilà, Wallonie,
pôle de ressources spécialisées des violences conjugales et intrafamiliales, le 107. Il y a le 107. 24 heures sur 24, appel anonyme toujours ouvert, que ce soit nuit, toujours ou pas. Et même la nuit, hein, c'est à 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, 3 heures du matin, 4 heures, peu importe, hein, il y a toujours quelqu'un, je veux dire, en ligne. Bon, il y a des gens qui travaillent la nuit, hein, pourquoi pas. Et bon, donc il y a des gens qui ne dorment pas, et bon, ils ont un problème la nuit, bah, ils peuvent téléphoner la nuit. Je ne peux jamais discuter ou négocier. Je dois me taire. C'est systématiquement lui, elle qui gagne et moi qui cède. Je dois toujours me plier à ses décisions. Parfois, elle est tellement menaçante que je n'ose plus la contrarier. À tout moment, j'ai peur elle explose et soit violent, ou violente, bien sûr. Il y a toujours une bonne excuse pour justifier sa violence. Voilà. Attention qu'il y a des cas graves, hein, je vous le dis tout de suite, hein, bon, il y a des petits cas. Je dis, il y a beaucoup de cas qui terminent en assise, hein, parce que par meurtre. Il y a beaucoup de cas qui se terminent par meurtre, ça il faut le savoir. Parce qu'ils finissent par s'entretuer. L'un tue l'autre, ou l'autre tue l'un. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir des suicides aussi. Hein, on peut avoir des suicides, des tueries, il peut avoir. Voilà, pour ne plus subir ce problème, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils esquivent le problème en se tuant, en allant tuer quelqu'un, ou peu importe, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais bon, il y a toute une panoplie d'échelles où la personne perd les moyens et n'est plus elle-même et divague vers une solution qui n'en est pas une, parce que tuer quelqu'un, c'est se retrouver avec des gros problèmes derrière soi, et se tuer, ben, c'est ne plus exister. Et voilà, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui a gagné? C'est le haineux qui a gagné, puisque la personne ne vit plus. Donc rien ne justifie, je veux dire, dans ces cas-là, de vouloir abréger sa vie pour un problème, je veux dire, qui peut être résolu par une manière ou une autre. Bon, il y a moyen de résoudre ce problème-là, quitte à partir dans un autre pays, ne plus apparaître au niveau physique, ou de changer de nature physique, ne plus apparaître le temps que la personne, on la perd de vue. Tout est possible. Tout est possible dans ce monde. On peut se déguiser et ne plus apparaître à sa vue et disparaître, mais disparaître dans un autre pays. Dans un autre pays, sans laisser de traces. Et ne pas laisser de traces de manière à ce que la personne ne vous suive pas. Alors, bon, il y a beaucoup de solutions, il n'y en a pas qu'une. Hein. Bon, on peut mettre des services comment on appelle ça, de surveillance, des services de surveillance payés, qui vous, on va dire, qui vous pistent, et qui sachent où vous êtes à chaque moment pour pouvoir intervenir en cas de pépin, et en appuyant sur un bouton, ils interviendraient tout de suite. Pourquoi pas? On peut tout imaginer pour répondre à ce genre de problème où une personne serait tellement agressive, où on pourrait la couper court à un moment donné. Voilà. Bon, il y a des cas de figure, hein, il y a beaucoup de cas de figure. Bon, il y a des cas de figure qui se retrouvent dans les hôpitaux par agression physique, et alors on a le pervers narcissique qui lui, bon, fait une emprise sans précédent, et bon, a une maladie, une jalousie maladive qui dépasse l'entendement, et qui fait que bon, chaque acte posé, calculé, est mal vu par le pervers narcissique, qui lui peut tout se permettre, mais la personne en face ne peut rien faire. Donc en fait, c'est comme s'il avait une poupée qui veut contrôler. Donc il se contrôle déjà même pas lui-même, et il veut contrôler, je veux dire, la personne qui est en face. Bon, le tout est là. C'est tout. Voilà. Ceci étant dit, donc la violence conjugale, est-ce que ça me concerne? Dans un couple, il est normal qu'il y ait des accords, que l'on se dispute. Bon, de temps en temps, il peut y avoir des disputes, il n'y a pas de problème. C'est toujours désagréable, ouais. Et cela peut même devenir invivable. Ce n'est pas pour ça que votre couple vit de la violence conjugale. Manifester ces désaccords, c'est ça. Mais si vous avez peur, si vous ressentez que vous ne pouvez plus réagir sans que votre partenaire devienne violent, vous êtes sans doute dans une situation de violence conjugale. Ouais, il faut poser les pour le compte. À quel moment on est dans une violence conjugale? Quoique maintenant, je vais vous dire quelque chose, dans les couples, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu soso aussi. Hein. Dans les couples, il y a des gens, une fois qu'ils sont
Il y a des gens qui sont, une fois qu'ils sont fâchés, ils restent fâchés 20 ans. Bon, ça ne se fait pas aussi parce que ça devient une forme de harcèlement, mais dans le sens contraire. On peut être fâché, je veux dire, je sais pas moi, un petit peu, mais quelqu'un qui est fâché tout le temps, bon, elle perd son temps. Hein. Être fâché, c'est perdre son temps. Hein. C'est peut-être un petit peu comme la personne se referme, elle est fâchée, bon, c'est une perte de temps aussi. Parce que la vie, c'est pas que d'être fâché toute sa vie. Il y a des personnes, mais il y a des gens, ils ont vu par exemple une personne mourir dans leur famille, ben, la personne se renferme, bon, c'est pas une vie non plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle gagne en se renfermant? Au contraire, elle se rend malade, plus qu'autre chose qu'elle ne continue à vivre. Elle doit continuer à vivre tout en pensant à la personne qui est morte, mais on ne demande pas que la personne se renferme à un point tel qu'elle ne sourit plus, qu'elle devienne désagréable, et pour finir, elle devient désagréable. Ça existe des personnes comme ça, au bout de 20 ans, vous les voyez, ils ne rigolent plus. Hein. Ils ne rigolent plus, au bout de 20 ans, vous les voyez, ils n'ont plus rigolé. Bon, ça existe. Bon, la violence conjugale n'arrive jamais d'un seul coup, elle s'installe progressivement et maintient la partenaire qui l'a subi dans un climat de tension et de peur. Maintenant, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'action, voilà, l'action d'une personne qui aurait peur d'une autre, d'un ex-partenaire ou d'un partenaire et qui jouerait. Il y a des personnes qui prennent le partenaire de la voiture et commencent à faire du rodéo pour la faire avoir peur. Ils l'embarquent dans la voiture et ils commencent à rouler vite pour faire avoir peur la personne. Ou alors il y a d'autres personnes qui font consommer de la drogue à leur partenaire. Voilà. Comme ça, il n'est pas tout seul à prendre de la drogue. Son partenaire prend de la drogue avec. Et comme ça, elle le contrôle. Elle le contrôlera aussi. Quand il y en a un qui va manquer de drogue, l'autre va manquer de drogue aussi. Il ne sera pas tout seul à manquer de drogue. Voilà, donc en fait, il y a tous des cas de figure comme ça. Hein. Il y a des milliers de cas de figure. Au niveau social, on peut trouver tout et n'importe quoi. Parce que au niveau social, il y a toutes sortes d'individus. Donc on peut trouver toutes sortes de comportements. Dès le moment où il y a toutes sortes d'individus, on peut trouver toutes sortes de comportements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, voilà, dans toutes sortes de comportements, mais il y a toutes sortes de comportements. On peut trouver des choses qui dépassent l'entendement. Voilà. Donc rien ne justifie la violence conjugale, mais je vous dirais plutôt rien ne justifie la violence tout court. Ça commence par là. Rien ne justifie la violence tout court. Et particulièrement, bon, rien ne justifie la violence conjugale si elle est au sein de la famille, au sein d'une école, au sein d'une hiérarchie. Parce que ça existe aussi dans des hiérarchies au boulot. Il y a des personnes qui subissent des torts moraux et voilà, elles n'ont plus envie d'aller travailler parce qu'en fait elles sont harcelées quasi au quotidien. On leur fait des remarques, on les juge mal, on crée des situations qui n'ont aucun sens, aucune unité. C'est juste des situations inventées juste pour crier sur la personne. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça, l'harcèlement, c'est ça. Hein, l'harcèlement, il va prendre, je veux dire, des formes étranges. Voilà, pour pouvoir. C'est une forme d'attaque. Hein. Il y a une personne qui attaque et une personne qui est sur la défensive. Hein. Voilà, elle est sur la défensive. Et la personne qui est harcelée, bon, elle est sur la défensive, elle n'ose pas attaquer. Parce que c'est la personne qui attaque qui est au stade d'agression. Alors, on peut en voir, même s'il n'y a pas d'agression physique, hein, si j'omets l'agression physique, mais il y a l'agression morale. L'agression morale peut aller de tout, on peut prendre toute une panoplie, je veux dire, d'aspects. L'agression morale peut avoir toute une panoplie d'aspects. Je partirai par exemple du rabâchage quotidien de certaines choses. On rabâche, j'espère que ce terme existe, on rabâche des termes, enfin on rabâche au quotidien
des choses qui sont, je veux dire, on rabâche des choses de manière cyclique, de manière à bien, faire un lavage de cerveau. On fait un lavage de cerveau. Voilà, on fait un lavage de cerveau. On inculque en rabâchant pour montrer qui est on va dire, le maître des lieux. Voilà. Voilà. Le maître des lieux veut se faire passer comme maître absolu et qu'il a un ascendant sur la victime, qui est la personne agressée verbalement, physiquement ou moralement. Voilà, donc en fait il y a deux dans le jeu. Attention que le jeu parfois peut être dans les deux sens. Hein. Il y en a un qui devient un maître, l'autre l'esclave. Il y en a un qui est esclave, l'autre il devient un maître. Bon, le tout c'est d'amener la personne à être esclave. Bon, en faisant ça, c'est que quand elle lui coupe toutes ses privations de liberté, ben, c'est ce qu'on fait aux esclaves. Hein. On leur coupait tout moyen de déplacement, tout moyen voilà, laisser le minimum du minimum, les attacher contre les murs. Bon, voilà. Donc on est en face d'une personne qui veut prendre l'ascendant, qui veut se faire passer pour le maître, et une personne qui est dominée, qui subit les contre-coups je veux dire, du maître, qui devient tout simplement esclave victimaire. Et donc il n'y a pas forcément d'attaque du maître au niveau physique, mais les attaques peuvent être tout simplement de type allure morale, de manière cyclique. On rabâche de manière cyclique des choses qu'il ne faut pas. On invente des situations qui n'ont ni queue ni tête. On invente des situations blessantes, tout est bon pour créer le stress chez la victime, c'est-à-dire pour la contrôler, la manipuler et la faire en sorte qu'elle ne puisse pas quels sont ses mouvements les plus ses mouvements les moins ces mouvements sont les plus contrôlés possible. Et donc en contrôlant les mouvements, mais la personne qui veut attaquer, qui agresse, l'agresseur, hein, j'appelle ça le maître, mais c'est un agresseur, hein, il veut se faire passer pour un maître, mais en fait c'est un agresseur, il se fait passer pour un maître, mais c'est un agresseur. Et donc là, on n'a pas un maître, un esclave, mais on a plutôt un agresseur et une victime. Voilà. On a un agresseur et une victime, et l'agresseur, quand il va agresser, ben, l'agresseur, ben, il va essayer d'avoir l'emprise maximale pour essayer de tout contrôler sur la personne et de ne lancer aucune on va dire, de laisser aucune chance à la victime de pouvoir agir à sa guise. Donc elle va la bloquer, si vous voulez, elle va la bloquer à un moment donné, elle va la bloquer comme si on bloquait quelqu'un contre un mur et qu'elle ne sache plus bouger. Voilà, on la bloque surtout. On l'empêche de se déplacer, on l'empêche d'avoir de l'argent, on contrôle ses entrées-sorties d'argent, voilà, on la fait suivre, on la piste au niveau de son GSM, on regarde son GSM, ce qu'il est indiqué sur son GSM, on regarde tout, on va fouiller sa chambre, on va fouiller ses affaires, on va fouiller voilà, sa sacoche, on va fouiller, voilà, l'agresseur, bon, on va user de toute une panoplie, je veux dire, de méthodes qui sont des méthodes généralement radicales et qui va des méthodes cycliques qui perpétuelles pour bien faire travailler donc faire un lavage du cerveau. Hein. Ils vont travailler de manière cyclique. Là, il va user des manières perpétuelles qui arrangent, je veux dire, l'agresseur, parce qu'en fait, on sent le côté maniaque de la personne qui fait, qui fait des actions répétitives qui se déroulent, je veux dire, cycliquement, sans arrêt. Et donc, il aime bien cette routine sans arrêt. Bon, ça lui sied, c'est son caractère. Hein. Il a déjà un caractère, déjà à la base, qui est un caractère, je veux dire, qui est répétitif. Et donc, il use de ce cycle de répétition pour le mettre à des fins de domination d'une victime. Voilà, donc il utilise
ce cycle perpétuel de dévalorisation, d'humiliation, et de, voilà, quelque part, et voilà, il met à profit, je veux dire, cette cyclisation, voilà, de manie pour pouvoir contrôler sa victime. Bon, en plus de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, bon, elle va créer des situations fausses, des fausses situations, des inventions de situations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Elle va se créer des situations qui n'existent pas, des situations qui n'existent pas. Elle va, euh, elle va entrevoir dans son esprit des scènes qui sont hors normes et qui ne sont pas la raison des autres, c'est sa raison à lui. Donc ces situations toutes créées, de toutes pièces, sont sans fondement et sont tout simplement une irréalité, juste ce qu'on appelle des fantasmes. Il va jouer sur des fantasmes qui n'ont ni queue ni tête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des fantasmes, et pour mieux, encore une fois, coincer la personne. Bon, elle va la coincer par voilà, des situations, des créations de situations sans fondement. Il n'y a aucune unité, donc des fantasmes qui tout simplement dans l'imaginaire de l'agresseur. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer aussi? Ben, là, on aura une contrariété, tout ce que la personne victimaire dira, ben, elle subira les contre-coups de la contrariété de l'agresseur. L'agresseur ne juge, agit en tant que juge et partie, et considère que ce qui est vrai n'est tout simplement du ressort de sa raison. Et tout ce qui est faux proviendrait, je veux dire, de la victime. Donc la victime serait la seule personne, enfin l'agresseur serait la seule habilité à dire la vérité. Quant à la victime, elle est tout simplement la personne contrariante et elle est la personne contrariante. Contrariante, bien sûr, avec ses contrariétés. Et toute, toute, toute forme de raisonnement provenant de la victime est un non-sens vis-à-vis de l'agresseur. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui dicte les règles du jeu? Mais il pense que l'agresseur pense que c'est lui qui fixe les règles du jeu et que la victime n'est tout simplement là que en tant qu'objet de victimisation et de réponse à ces on disait de réponse des desiderata de l'agresseur, de l'agresseur. L'agresseur pense que c'est lui qui a la main mise, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui pense qu'il a toute la vérité, c'est lui qui pense que personne n'a le droit de le contrarier, que toute contrariété est le fait est malvenue, toute contrariété est malvenue, est le fait de, je veux dire, une personne qui ment. Voilà, toute contrariété est le fait d'une personne qui ment, alors que c'est l'agresseur qui crée des situations, je veux dire, sans fondement, qui sont que juste des fantasmes et qui prend à foison, qui délire à foison en pensant que tout ça, ces situations sont véridiques. Lui seul pense ça. Il pense que, je veux dire, toutes ces irréalités qui sont sorties à tout bout de champ, il peut sortir toutes des raisonnements qui sont irréels et tous mensongers, il peut les sortir à foison tant qu'il en veut, parce qu'en fait c'est une machine de création voilà, de mensonges à tout bout de champ. Il peut mentir comme il peut respirer, dire, à tout bout de champ, il envoie des mensonges, tout simplement pour faire en sorte que c'est lui qui est qui détient les mannes, il détient les manettes, voilà, il détient les manettes et la commande de la victimisation. Donc ça c'est purement et simplement ce qu'on appelle de l'agression. Il ouvre les vannes où il commande la manette et dès le moment où la manette est mise en dès le moment où la manette est mise en action, dès le moment où la manette est mise en action, ben, il déverse son fiel et son foisonnement voilà, pestilentiel
haineux, et qui veulent tout simplement mettre la personne victimaire à genoux. Voilà, donc en fait l'agresseur est une personne comme ça. Donc dès le moment où ça reste, je veux dire, du verbal, ça constitue, je veux dire, du harcèlement cyclique moral, et c'est au quotidien, et ça peut durer des années. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est voilà, une démarche qui peut être ancrée au sein de la personne qui est en fait quelque part en fin de compte une personne malade dans son esprit, et qui fait en sorte bon, qu'il rejette sur autrui, je veux dire, les frustrations canalisées certaines frustrations qui sont canalisées en son sein, elle les porte elle fait porter le chapeau à une seule personne qui est la personne victimaire. Voilà, et maintenant, quand ça dépasse tout entendement, que la personne ne répond pas à ces désiderata, à ces stimuli, eh bien, il y a une ébauche de formes d'expression qui peuvent devenir une forme d'expression physique, si elle a la possibilité. Hein. Mais quand elle a peu. Bon, parce que si. Voilà, il se peut que la personne ne peut pas approcher physiquement une autre personne parce que voilà, à ce moment-là, voilà. Généralement, dans ces cas-là, il y a une personne qui est faible, une personne qui est un peu plus forte que l'autre. Il y a une personne qui est plus forte et l'autre qui est plus faible. Et à ce moment-là, bon, il se peut que la personne forte peut jouer, si ces démarches et des scènes ne fonctionnent pas au niveau verbal ou agression morale, ben, il peut intervenir de manière physique sur un coup de sang. Bon, il peut venir frapper par un coup de sang, ou par tout simplement en mettant un mécanisme en place de réflexion pour pouvoir faire un schéma machiavélique qui va faire intervenir la personne et opérer dans ce qu'on appelle le mal. Il lui devient une personne diabolique et peut finir par agresser physiquement la personne et porter des coups, ou porter, je veux dire, tout simplement porter des coups, mais un coup peut-être, je veux dire, porté d'un coup de sang, mais peut-être porté, je veux dire, de manière réfléchie, pondérée, et donc à ce moment-là, bon, la personne fait ce qu'on appelle, porte des coups de on va dire, réfléchie. Le fait de manière réfléchie. Il va porter un coup de manière, pas sur un coup de sang, mais de manière réfléchie. Et maintenant, ça peut être une agression qui peut être plus importante et qui peut amener au meurtre. Hein. Voilà, on peut avoir voilà, et là, c'en est terminé de la victime. Et la personne, la personne, bien sûr, n'a qu'une seule place. Vous savez très bien qu'elle doit se faire juger, se faire placer. Parce que je veux dire, bon, mais si on en est arrivé là, bon, la victime n'a pas su être aidée, je veux dire, au bon moment, puisque ça, on en est arrivé à un point de situation de non-retour. Donc c'est à ce moment-là que vaut mieux intervenir avant qu'après, donc c'est pour ça qu'il y a ceci. Voilà, je vous remercie.